et aussi du divertissement. Monsieur Pérez. Merci Madame la Présidente. J'ai deux questions assez courtes. La première, prenons le cas d'une personne qui est agressée lors d'un tournage, une agression violente et qui derrière développe un syndrome dépressif qui l'empêche qui la neutralise, qui neutralise cette personne pendant un certain temps, professionnellement au moins et personnellement. Est-ce qu'il y a une systématique de reconnaissance de maladie professionnelle dans ce cas ? Ça, c'est ma première question. La deuxième, lors des tournages à l'étranger, tournage organisé par une société de production française avec du personnel français qui se rend à l'étranger pour un tournage et qui peut à ce moment-là intégrer des techniciens locaux qui ne sont pas forcément régis par le même droit. Comment vous gérez ça et il peut y avoir une situation de conflit entre deux personnes, dont une d'une équipe locale et d'une équipe. Comment ça se passe ? Comment le CCHSCT peut intervenir et concrètement, juridiquement, quels sont les points de blocage qu'il peut y avoir par rapport à ce type de situation à l'étranger ? Je vous remercie. Monsieur Carton. Alors, je veux bien amorcer une réponse sur la première question. J'aimerais cependant revenir sur la précédente, si vous voulez, sur la question du management. Alors, vous parliez de la durée de nos tournages, et je pense que c'est un point crucial et fondamental pour comprendre ce qui se passe. Cette durée très courte, elle impose aux équipes une opérationnalité immédiate. Il n'y a pas de réglage préalable, il n'y a pas de partage des règles. Et cette opérationnalité immédiate, elle demande, et en plus sur des compétences variées, parce qu'entre quelqu'un qui construit un décor et quelqu'un qui fait de l'image, ce n'est pas du tout la même. Donc ça impose, si vous voulez, une autonomie et une confiance sur chaque ligne de métier. Donc on a une espèce de délégation de fait et de gestion en autonomie de chacun des secteurs, et je pense qu'il y a peut-être là une clé de compréhension de ce qui joue. Pour répondre à votre question sur la personne qui serait agressée avec un syndrome dépressif. Alors la reconnaissance en maladie professionnelle répond à des critères très compliqués. Je crois que si effectivement on était dans le cadre d'une agression, on rentrerait plus dans le cadre de la définition de l'accident du travail. C'est-à-dire qu'on a un événement violent qui est clairement identifiable et qui a un effet. Donc je pense que les caisses de sécurité sociale, au vu des éléments, reconnaîtraient très volontiers l'accident du travail. Pour ma part, je pense que c'est des choses qui s'imaginent et il faudrait questionner la CNAM là-dessus. Voilà, je pense que c'est assez clair. Sur le tournage et à l'étranger, les conflits entre équipes, eh bien, écoutez, je crois que le Code du travail s'applique aussi à l'étranger pour les entreprises de droit français qui ont des salariés français et elles devraient, en tout état de cause, mettre en place ce qu'il faut pour protéger leurs salariés, voire les sanctionner si c'est eux qui sont fauteurs de troubles. C'est peut-être pas facile, effectivement, mais de toute façon, il me semble que dans des entreprises qui travaillent ensemble à l'étranger, une entreprise française et une entreprise étrangère, il doit y avoir un contrat, il doit y avoir des choses qui se disent et qui établissent un petit peu les modes de fonctionnement. Je pense qu'il faut aussi penser coordination de tout ça. Tu l'évoquais, Laurent, mais je pense que, y compris entre nos services en interne d'une production française, comment est-ce qu'on les coordonne, comment est-ce qu'on impulse le happiness manager, comment est-ce qu'on impulse un management qui soit un peu cohérent, partagé et qui véhicule des valeurs. Et ce serait, me semble-t-il, la même chose. On coordonne la coactivité de deux entreprises qui doivent se mettre d'accord sur comment elles travaillent ensemble. C'est peut-être de la théorie, mais ça me semble être une pratique qu'il faut développer. Merci. Voilà pour ma réponse. Excusez-moi. Du coup, vous n'avez pas du tout répondu à la question de M. Pérez. Est-ce que vous vouliez une... Si, quand même, pardon. Excusez-moi. D'accord. Okay. Je veux bien compléter, M. Pérez. Non, pardon. C'est moi. Moi, j'avais du coup plusieurs questions. Excusez-moi. Juste peut-être pour donner une information, un complément d'information. Il faut que vous relanciez votre micro. Je voudrais m'excuser. Pour donner un élément complémentaire à votre question, en termes de risque, 80% des jours de tournage sur la production française se réalisent en France. Donc c'est juste pour circonscrire le risque qui serait de 20% des jours de tournage. Merci pour cette proposition. Moi, j'avais plusieurs questions. La première, c'est avez-vous, les membres des CCHSCT, été formés sur les violences sexistes et sexuelles ? Donc, première question. Deuxième question, est-ce qu'on peut dire que sur un tournage ou sur
une émission de divertissement, est-ce qu'on peut dire que tout le monde connaît la procédure de saisine du CHSCT, enfin du CCHSCT? La deuxième question. Troisième question. Quand il y a des personnes qui sont témoins de faits, mais que la victime ne parle pas, que se passe-t-il? Quatrième question, et j'en arrête là, promis, c'est sur les syndicats, puisque là, on a des expériences très différentes selon les pays, et notamment aux États-Unis, les syndicats d'acteurs, de scénaristes, etc., sont beaucoup plus puissants qu'en France, et notamment dans la gestion de ça. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça, et quelles seraient vos préconisations sur ces 4 aspects? Peut-être pour répondre sur la première question déjà, d'abord, les 2 salariés des 2 CCHST ont été formés tous les 2. Ils ont suivi la formation de référent VHSS en complément de la formation initiale, évidemment, à la prévention des risques professionnels. Et concernant les membres des CCHSCT, nous avons organisé un séminaire justement qui a fait intervenir des avocats, des psychosociologues, etc., qui a permis de former tout le monde et d'échanger aussi sur ces sujets ensemble. Concernant les modalités de saisine du CCHSCT, est-ce qu'elles sont connues? En partie, sûrement pas assez. Honnêtement, je pense que les 2 CCHST peuvent gagner en visibilité encore auprès des professionnels, que ce soit les entreprises ou les salariés. On a eu l'avantage pendant la période du Covid que le CCHST a été mis en lumière à ce moment-là, puisqu'il avait produit un guide de préconisation de sécurité sanitaire très opérationnel. Donc on poursuit un peu sur cette vague, mais c'est vrai qu'on pourrait gagner sur ce plan-là. Monsieur Schumann? Je prends la question sur les syndicats. C'est le SAG-AFTRA, par exemple, qui est le syndicat frère aux États-Unis, qui est effectivement très puissant. Ils ont 160 000 membres, donc nous, on est tout petits à côté. Nous avons quand même la possibilité d'agir. Si on a des cas qui nous reviennent souvent, même beaucoup plus souvent d'ailleurs, dans le spectacle vivant que dans l'audiovisuel. Et on découvre ça en général à travers un conflit de travail. Et là, on apprend que dedans, il y a du harcèlement moral surtout, de temps en temps du harcèlement ou de violence sexuelle ou sexiste aussi. On écoute et en général, on voit tout de suite les intéressés, s'il s'agit de violence sexuelle, vers la cellule d'écoute d'audience. On a quelqu'un qui a récemment, une de nos juristes qui a récemment fait le stage sur référent, qui a fait les 3 jours avec l'AFTAS. On essaie de démêler si on peut. On ne fait pas beaucoup de médiation. S'il y a vraiment un problème, on conseille d'abord la cellule d'écoute pour les parties. Si c'est quelqu'un qui est syndiqué, on accompagne juridiquement. On va soit à la police, soit au prud'homme selon les cas. Si c'est quelqu'un qui n'est pas syndiqué, on leur donne des noms d'avocats éventuellement. Mais c'est surtout, on les dirige. Si c'est l'audiovisuel, à la CCHCT, c'est un des 2 CCHCT. Et si c'est du spectacle vivant, où il n'y en a pas, c'est que la cellule d'écoute, de toute façon, qui peut les diriger vers soit des psychologues, si nécessaire, soit la police, soit un avocat. Sur les adultes aussi, j'avais une question. Monsieur Julien, oui. Et juste pour répondre à votre deuxième question, un petit aspect technique assez important sur la reconnaissance par les sociétés de production des CCHSCT. En ce qui concerne la fiction, il y a une obligation pour les fictions et cinéma et fiction télé, pardon. Il y a une obligation de déposer une déclaration de tournage sur le site du CCHSCT. En tout cas pour fiction télé, c'est sûr, cinéma aussi. Et donc,
en fait, donc nous, on a la connaissance au CCHSCT du lieu, de la période de tournage, du film, tout simplement. Donc il y a déjà un lien qui se crée, et c'est la raison pour laquelle on a un conseiller à la prévention qui peut faire ses visites de tournage, etc. Ça n'existe pas pour le divertissement. Donc, en effet, c'est plus difficile, et il n'y a pas de déclaration préalable parce que ça mobiliserait un nombre de déclarations énorme, étant donné qu'au divertissement, parfois, vous avez un tournage de 3 personnes. S'il fallait déclarer tous les lieux de tournage, etc., parce que ça couvre aussi le magazine et documentaire, on a eu ces discussions il y a quelques années, hein, tous ensemble, très approfondies, ça serait difficilement gérable. Mais on a un effort à faire, ça c'est vrai, pour se faire reconnaître par les sociétés de production. On a profité effectivement du Covid, où là il y a eu beaucoup d'interactions, mais c'est un effort à prolonger. Monsieur Chirol, vous vouliez... Oui, pour répondre sur les syndicats, je dois dire que pour nous, le syndicat, c'est le lieu de la bienveillance absolue. C'est-à-dire, c'est le lieu où le technicien peut se réfugier. C'est le lieu où il est accueilli, on lui dit « vous êtes chez vous ». Et les producteurs ne rentreront pas. Donc c'est déjà non mais c'est important, vous comprenez, parce qu'il faut qu'ils puissent sentir, les techniciens, qu'à un moment donné, ils ont leur organisation qui leur appartient et qui est en mesure effectivement de leur apporter des réponses juridiques, des réponses au niveau social, etc. Et pourquoi on est formé? Parce que, en fait, qu'est-ce qu'on gère? De mauvaise gestion de personnel, quoi. Si on veut dire ça comme ça, oui, c'est qu'à un moment donné, quand les gens arrivent et qu'ils se sont fait renvoyer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puisque ce sont des contrats à durée déterminée et que seule la faute grave pourrait justifier un renvoi, dont les violences. Effectivement, si vous voulez, je reviens un peu sur les questions qui avaient été posées. Nous avons des cas maintenant, effectivement, de personnes qui se plaignent d'avoir été accusées injustement. Simplement, l'idée, c'est qu'à un moment donné, c'est là qu'on voit qu'il y a pour le producteur un devoir d'avoir un certain doigté. Et donc de juger si effectivement, et c'est pour ça que nous on souhaite toujours que les choses en viennent, on soit prévenu tout de suite pour pouvoir dire simplement vous arrêtez, c'est tout. Après les sanctions, c'est pas notre affaire, mais si vous voulez, des fois ça prend des proportions, surtout dans l'ambiance actuelle, qui peuvent aller, vous savez, poser un problème, parce que les personnes arrivent avec leur dossier et on s'aperçoit que c'est pas ce qui en est dit, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être pas ça. Et effectivement, il faut avoir le minimum de doigté. Il est arrivé dans notre syndicat de refaire des enquêtes et de susciter des témoignages pour que la personne puisse se défendre. Donc tous les cas sont possibles. Vous voyez, c'est assez complexe la situation aujourd'hui.